Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Jade Licuy et je suis agente en mobilité chez Équiterre. Je m'occuperai en fait de tous les aspects logistiques reliés à ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous deux experts de chez Hydro-Québec. Pour les présenter brièvement, on a Martin Archambault, qui est délégué principal au développement des affaires. Donc, c'est un pionnier en électromobilité. Il œuvre depuis 25 ans en vulgarisation technique dans le domaine de l'électricité. Il donne régulièrement des conférences et anime un podcast sur le sujet. Il est aussi responsable de concevoir et de développer le réseau de bornes de recharge publiques pour les véhicules lourds. Nous avons ensuite Étienne Saint-Cyr, donc il est chef de l'équipe expertise énergétique. Ingénieur depuis 30 ans, il est à la tête en fait, d'une équipe qui oriente non seulement les décisions d'Hydro-Québec en ce qui a trait au programme en efficacité énergétique, mais c'est également une équipe qui soutient tant la clientèle résidentielle que la clientèle d'affaires dans leurs efforts pour mieux consommer. Tous deux parleront, entre autres, de comment Hydro-Québec prévoit de gérer la croissance de la demande d'électricité dans un contexte de transition énergétique et aussi comment, en fait, les électromobilistes peuvent aider à diminuer la pression qu'exercera la recharge sur le réseau électrique. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Roulant électrique, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion des véhicules électriques. Celle-ci est coordonnée par Équiterre et rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. On vous encourage à poser vos questions dans le QR qui est situé en bas de votre écran ou à lever votre main pour la poser vous-même. L'icône discuter servira uniquement à échanger avec les panélistes ou les autres participants. Nous ne prendrons pas les questions qui sont dans la discussion, uniquement celles qui sont dans le QR. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, Martin et Étienne. Bien, merci beaucoup à toi. Bienvenue tout le monde. Bon midi. Pour ceux qui sont au Québec, Étienne, on va vous dire un scoop, il n'est pas au Québec, il est en Europe, donc lui, ce n'est pas le midi, mais ce n'est pas grave, c'est un homme de parole, donc il est là avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Alors, on va débuter maintenant, tout simplement en petit préambule, vous dire, on est dans un contexte particulier au Québec, vous le savez, on est dans une transition énergétique et on fait face à divers défis. Rien n'était surmontable, mais pour plusieurs d'entre nous, ce sont des concepts et des idées un peu nouvelles avec lesquelles on est un peu moins familier et qui parfois, dans les apparences, peuvent sembler être contradictoires, quoiqu'elles ne le soient pas réellement. On entend dire qu'il faut limiter notre consommation, mais en même temps, on entend dire qu'il faut changer notre économie vers de l'électricité, donc consommer plus d'électricité. Comment peut-on à la fois limiter notre consommation et rouler ou en tout cas électrifier l'économie? Ce n'est pas nécessairement en contradiction, c'est plus une question de comment on va le faire et quels moyens on va se donner pour le faire de la bonne façon. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. On a une première question en entrée de jeu, pour savoir à qui on a affaire, évidemment. Qui parmi vous possédez un véhicule électrique ou hybride rechargeable? Donc, on va vous envoyer un petit sondage qui va vous apparaître à l'écran dans les prochaines secondes. Notre ami Jade va nous envoyer, va diffuser le petit sondage et on va vous demander de répondre à savoir si vous avez ou non un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Oups. Donc, est-ce que le sondage est envoyé? Moi, je ne le vois pas ici, c'est pour ça que je pose la question. Je te confirme, Martin, je pense que Jeanne n'a pas encore présenté la question. On va attendre voilà. un petit peu. Là, voilà. Bon. Donc, je présume que les gens voient la question. Là, moi, je vois juste sondage 1 dans l'écran. Je ne vois pas la question. Jade, on compte sur toi pour nous dire quand les votes se stabilisent et que tu nous diffuses le résultat. Oui, ça marche. On attend encore, ça bouge encore. Parfait. D'entrée de jeu, pendant que les gens sont en train de voter, Étienne, évidemment, on risque d'avoir un résultat aujourd'hui bien différent de celui qu'on aurait eu il y a 6, 7 ou 8 ans.
où très peu de gens roulaient électriques. On approche le 200 000 véhicules électriques sur les routes du Québec. Il y a une croissance là, qui est exponentielle année après année. Évidemment, il y a eu un petit ralentissement avec la pandémie. C'est bien normal, les gens n'ont pas acheté de véhicules tout court étant à la maison. Mais voilà, donc on devrait avoir quand même, surtout les gens qui s'intéressent au sujet d'aujourd'hui, on devrait avoir quelques électromobilistes dans le lot. Donc, Jade, tu nous montres tes résultats? Oui. Ah, bien là, effectivement, on a un pourcentage très grand d'électromobilistes qui nous écoutent ou qui vont en acquérir un pour à peu près le 2/3. Donc, j'espère que ça va justement vous éclairer sur l'enjeu qui est le vôtre et aussi potentiellement être en mesure d'expliquer la notion à vos collègues et amis qui possèdent ou qui pensent posséder bientôt un véhicule électrique. Voilà. Alors, évidemment, Étienne, la consommation d'énergie varie au fil du temps, mais évidemment est très variable d'un secteur économique à un autre. Donc, on a souvent l'impression, peut-être à tort, que certains secteurs économiques utilisent beaucoup d'électricité, d'autres un peu moins. Quand on regarde un peu ce que c'est, là, dans le graphique que vous voyez là, c'est différents secteurs économiques, donc industriel, transport, résidentiel, commercial, etc. Et les couleurs représentent le type d'énergie. Donc, le bleu passe les produits pétroliers raffinés. Le bleu foncé, c'est l'électricité. Le gaz naturel est en orangé pâle, le biocombustible en orangé foncé. Le liquide de gaz naturel et le charbon, là, à la fin, c'est en très petite partie ici, vous le comprendrez au Québec. On voit donc que le domaine industriel, 51 du domaine industriel roule à l'électricité, donc à peu près pas mal la moitié. Alors que le transport, à 97 utilise des produits pétroliers raffinés. Alors, si je voulais vous démontrer un endroit où on a une marge de manœuvre pour s'améliorer, je pense qu'on a un terrain de jeu assez propice là, avec 97 du transport qui est avec des produits pétroliers. Ce n'est pas pour rien qu'on s'oriente vers une électrification des transports. Il y a énormément d'électricité qu'on peut amener là et énormément de produits pétroliers qu'on peut sortir pour décarboner notre industrie. Et pour l'information générale, oui, j'ajouterais en fait que si on additionne tout ça, on estime qu'environ 40 de l'énergie totale consommée au Québec est de l'électricité. Donc, on est encore loin d'être une nation entièrement décarbonée, mais on est bien en avance sur d'autres. Donc, retenez ça pour aujourd'hui, environ 2020. On est en 2023. Mais la totalité, si on prend la totalité de l'énergie consommée au Québec, l'électricité représente environ 40 %. Et ici, on a les détails sur les pourcentages par rapport aux différentes vocations. Voilà. Voilà, donc on va parler de décarbonation en général, mais évidemment, on va vraiment l'axer, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui sur le transport. Quand on voit le 97 %, on comprend bien pourquoi on attaque ce secteur-là à bras-le-corps. Exact. Donc, les gaz à effet de serre dans le transport, et là, on a des graphiques qui parlent également, c'est sur une période de 1990 à 2019. Donc, à lui seul, le transport routier représentait tout près de 80 des émissions des gaz à effet de serre du secteur des transports en 2019. Donc, c'est immense, là. L'automobile, c'est une croissance de 10 du nombre d'autos, mais il y a eu une diminution des émissions de 17,3 %. Donc, évidemment, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, la façon dont les voitures sont fabriquées, d'autres types de carburants qui peuvent être utilisés, l'électrification qui commence également graduellement là, au début à peu près en 2010. Le camion léger, croissance de 288 % et augmentation de 158 % des émissions. Donc là, on parle de petits camions, mais quand même, 158 % d'augmentation des émissions, c'est quand même majeur. Et les véhicules lourds, près de 200 % d'augmentation des émissions pour une croissance de 55 %. Donc, on augmente de 55 % le nombre de véhicules, mais on augmente de 194 % les émissions. C'est beaucoup et vous le voyez représenté sur le graphique là, en termes de gaz à effet de serre qui sont présentés sur le différent graphique d'année en année. On voit que ça s'accroît là, graduellement. Il y a eu une petite baisse aux alentours des années 2014, mais ça ne fut que très momentané. Ça remonte graduellement depuis ce temps.
Évidemment, Hydro-Québec, le secteur du transport de voitures, véhicules légers au début, et puis maintenant, on s'en va tranquillement vers le véhicule lourd également. C'était quelque chose qu'on a voulu attaquer à bras-le-corps parce que justement, décarboner l'économie en l'électrifiant, l'électricité, c'est notre spécialité. Donc, on a été le premier à installer un réseau de recharge public au Canada. On a 780 partenaires, on a plus de 2100 sites de recharge, plus de 4000 bornes, dont 750 bornes rapides. On a 200 000 membres avec une croissance annuelle de 50 %. Donc, c'est virtuellement, là, puis sans trop se tromper, là, on pourrait le valider précisément, mais on peut dire qu'à peu près chaque électromobiliste au Québec est membre du circuit électrique. Là. Il y en a très peu qui ne le sont pas. Bougez pas. Et plus d'1 million de recharges par année sur notre réseau, et c'est en constante augmentation. Évidemment, le nombre de bornes et le nombre d'électromobilistes augmentent. Le nombre de recharges, forcément, augmente également. Et on offre un paquet d'outils pour faciliter la vie des différents électromobilistes, en passant par un planificateur de trajet qui suggère des routes pour éviter de chercher les bornes et optimiser surtout le temps de recharge et les déplacements. On a des offres promotionnelles à proximité des bornes. On a un service conseil sur l'application, etc. Donc, il y a plein de services qui se sont ajoutés au fil du temps et d'autres, bien entendu, qui suivront au fur et à mesure où tout cela va continuer de se développer. Maintenant, 2 millions de véhicules électriques au Québec d'ici 2030, ce sont les nouveaux objectifs du gouvernement. C'est beaucoup de voitures. Si je vous ai dit tantôt, quand on regarde, on est tout près de 200 000 véhicules électriques au moment où on se parle. Donc, c'est 10 fois plus en 7 ans ou à peu près. On se souvient que la courbe est exponentielle, donc il n'y a rien d'inatteignable là-dedans, mais ça demeure quand même un plan qui est ambitieux, puis c'est correct, on aime ça, les plans ambitieux. On atteint des résultats plus intéressants quand nos plans sont ambitieux. Le gouvernement a des objectifs pour le Québec et en a aussi pour Hydro-Québec. Donc, on a nous aussi nos propres objectifs. Évidemment, on n'apportera pas Hydro-Québec à nous seuls le fardeau de l'ensemble des efforts d'électrification du Québec. L'entreprise privée va également jouer un rôle important là-dedans. Le gouvernement a comme cible d'avoir 6 000 bornes rapides et 46 000 bornes standards. Rapidement, une borne rapide, c'est des bornes à courant continu qui ont typiquement, là, il y en a quelques-unes de 25 kW, mais la plupart, c'est 50 kW et plus. Là, on déploie jusqu'à du 180 kW actuellement en termes de puissance standard déployée en borne rapide. Ça permet de charger l'auto relativement rapidement lors de longs déplacements. Et les bornes standards, c'est des bornes équivalentes à celles que vous avez à la maison qui fonctionnent sur le 240 volts AC. Donc, encore là, typiquement, on parle de 40-50 km d'autonomie ajoutée dans le véhicule par heure de recharge. Donc, c'est des bornes de destination. On ne se branche pas là-dessus pour se recharger rapidement. On se branche là-dessus pour la nuit, pendant qu'on dort, notre auto se recharge, ou pendant la journée, pendant qu'on travaille, notre auto se recharge. Donc, c'est pour des recharges plus lentes, mais qui sont le type de recharge qu'on va utiliser là, sur une base régulière, alors que la borne rapide, c'est plus du dépannage lors de longs déplacements. Sur les 6 000 bornes rapides que le gouvernement compte déployer, 2 500 seront développés par le circuit électrique. On en a actuellement, on l'a dit tantôt, 775 de déployés. Donc, ça vous donne l'idée de la marge de manœuvre qui nous reste d'ici 2030, le déploiement de bornes rapides. Et les bornes standards, c'est 7 500 qu'on doit déployer sur les cibles de 46 000 du gouvernement. On est déjà rendu à 3 400, donc on en a la moitié ou à peu près, là, un petit peu moins que la moitié de déployer. Mais il y a énormément de place pour d'autres joueurs qui pourront eux aussi venir installer des bornes et c'est important de le comprendre parce que Hydro-Québec, en tant que fournisseur d'énergie, nous, que ce soit des bornes du circuit électrique ou d'autres joueurs privés, on doit tous les alimenter en énergie. Donc, toutes ces bornes-là, ces 46 000 bornes standards-là et ces 6 000 bornes rapides-là vont venir chercher leur électricité, leur énergie du réseau d'Hydro-Québec. Donc, on doit évidemment s'assurer qu'on est capable de faire tout ça dans les délais impartis. Donc, c'est un graphique ici qui vous illustre là, le déploiement, la prévision de déploiement des bornes rapides là, sur le réseau. En bleu pâle, c'est les bornes circuit électrique seulement, alors qu'en bleu plus foncé, c'est l'ensemble des bornes, donc qui inclut également les autres bornes, les autres joueurs, les autres entreprises privées qui déploient déjà ou les nouvelles qui vont apparaître, qui vont déployer des bornes au fil des prochaines années. Vous avez également le même graphique, mais pour les bornes niveau 2, celles-là, donc les bornes qui chargent plus lentement.
Donc, vous voyez que dans le cas des bornes niveau 2, la part du privé est encore plus importante, toute proportion gardée. Là, donc, et ça tombe bien parce que c'est plus facile de déployer des bornes 240 volts pour un petit commerce, est capable de mettre 1, 2, 3, 4 bornes niveau 2 accessibles à ses clients, que ce soit un restaurant ou tout autre type de commerce, une salle de spectacle, par exemple. Bon, les gens sont là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, bien, ça permet de mettre au-delà de 100, 150 km d'autonomie dans le véhicule pour la durée du spectacle, ça vaut la peine et ça s'installe beaucoup plus facilement qu'une borne rapide qui demande un peu plus d'infrastructure électrique et qui est plus énergivore là, à alimenter, bien entendu. Maintenant, on va vous parler de puissance et d'énergie. Il faut bien comprendre la différence parce que tout l'enjeu et tout le paradigme dont on a parlé précédemment de perception d'incohérence entre il faut mieux consommer, il faut limiter notre consommation, mais il faut s'électrifier, vient du fait que des fois, on mélange un peu les deux et on va vous parler de ça pour que ça soit clair, net et précis. Donc, Étienne, je vais te laisser nous expliquer un peu la nuance entre les deux. Merci, Martin. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes familiers à voir les kilowattheures sur vos factures. Et les kilowattheures, c'est la façon qu'on mesure l'énergie. Donc, c'est l'unité de mesure qu'on utilise chez Hydro-Québec pour mesurer l'énergie qui est livrée à tous nos clients. Et la puissance, on enlève l'heure. Donc, on regarde un peu, c'est des kilowattheures par heure. Donc, les heures disparaissent, puis on regarde seulement les kilowatts. Donc, comment faire la différence ou comment évaluer cette différence-là dans un exemple un peu plus simple ou en tout cas plus commun pour ce qu'on fait à la maison, mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec la piscine ou votre bain. Alors, si vous avez un seul et unique robinet, le robinet représente votre puissance. Okay? Donc, si vous en avez deux, vous avez 2 fois plus de puissance. Bon, vous me direz, c'est rare d'avoir 2 robinets dans un seul bain. Eh bien, c'est tout à fait juste. On ne voit pas ça souvent puisqu'en général, la puissance requise pour remplir le bain ou la piscine avec un seul robinet est suffisante et on patiente le temps qu'il faut pour que la piscine ou le bain se remplisse. Donc, essentiellement, la différence, l'énergie est représentée ici par la quantité d'eau requise dans le bain ou la piscine. Et la puissance est représentée par le nombre de robinets qui sont disponibles pour la remplir. Et si les robinets, évidemment, ont la même capacité, on va avoir l'opportunité de remplir la dite piscine en 2 fois moins de temps, donc avec 2 fois plus de puissance. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on veut essayer de vous démystifier la différence entre l'énergie et la puissance, parce qu'on va y revenir dans quelques discussions. Et plutôt que de représenter tout ça en énergie, on préfère vous le montrer dès maintenant. Voilà. Au suivant, Martin. Donc, notre gestion de puissance au Québec est liée très intimement aux besoins de notre clientèle à se chauffer et à utiliser les appareils de leur maison pendant les périodes de pointe où tout le monde en a besoin. Donc, la pointe hivernale, que vous avez probablement aussi entendu parler dans les médias ou peut-être que vous êtes abonné à des tarifications spéciales qui vous permettent d'avoir des avis de pointe hivernale, eh bien, elle se produit le matin et le soir, en général, à peu près au même moment, soit grosso modo vers 7h30 le matin ou vers 18 ou 19h le soir. Et elle est ponctuée justement par surtout la température qu'il fait à l'extérieur et aussi par évidemment l'utilisation de toutes les autres utilisations comme on prend tous notre douche avant d'aller travailler et tout le monde va à peu près travailler à la même heure le matin. Bon, vous me direz, il y a plusieurs autres, mais il y a une bonne majorité de travailleurs qui prennent la route des entreprises et des étudiants, évidemment, qui prennent la route des écoles. Et c'est pour cette raison-là, simple, que tout le monde utilise l'énergie à peu près au même moment le matin. Et le soir, c'est la même chose. On revient à la maison et on utilise tous nos équipements. On prend une douche aussi et on prépare le souper. Donc, vraiment, par temps très froid, parce que c'est ça qui fait la différence au niveau du chauffage, qui hausse tout ça. Et en ajoutant les pointes associées à nos utilisations, on retrouve avec les pointes de consommation de nos usages habituels. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est les usages de véhicules électriques qui vont s'ajouter à ça. Martin. Donc, ça étant dit, deuxième question qu'on vous pose. Pensez-vous qu'Hydro-Québec a assez d'énergie, n'oubliez pas, d'énergie et de puissance, mais d'énergie ici pour alimenter tous les véhicules électriques dans les prochaines années? Voilà votre question.
et on attend vos réponses. Et encore une fois, Jade, tu m'avertiras quand la quantité de réponses sera suffisante. Alors, bien faire attention quand on répond, là, puis Étienne l'a dit, on ne veut pas savoir s'il y a assez de puissance, on veut savoir s'il y a assez d'énergie. Donc, ce n'est pas du tout la même affaire. Donc, est-ce que la piscine contient assez d'eau pour être capable d'alimenter tous les véhicules qui auront besoin de se recharger dans l'horizon 2030? On vous rappelle que l'objectif, c'est 2 millions de véhicules. Vous savez à peu près la taille d'une batterie d'un véhicule standard électrique au moment où on se parle, c'est 60 kWh ou à peu près. Donc, supposons 2 millions de véhicules à 60 kWh. Regardez la quantité d'énergie que ça représente. Est-ce qu'on en a assez? Alors, Étienne, on voit les résultats qui apparaissent à l'écran actuellement. Moi, je ne les vois pas en passant avec, je ne sais pas si c'est ma version de Zoom. Là. Je vois que le sondage que les résultats sont publiés, mais je ne vois pas les résultats du sondage. Fait que je vais te laisser les commenter, Étienne. Tu vois les résultats, Étienne? Excuse-moi, Martin, je ne t'entends plus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que Martin, tu m'entends bien? Oui. D'accord. Là, je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas. Est-ce que Jade, tu pourrais te dire un mot juste pour m'assurer que mon problème n'est pas sur mes haut-parleurs? Moi, j'entends bien Étienne et Martin. Bon. Est-ce que tu m'entends, Étienne? Une seconde. Bon, pendant qu'Étienne va essayer de trouver son problème de son, Jade, je te propose de peut-être nous lire les résultats du sondage, puisque moi, je ne les vois pas. Oui, donc en fait, on a 65% des participants dont la réponse c'est oui, puis 35% la réponse c'est non. Parfait. Donc, Étienne, tu es prête à continuer? Oui, désolé, j'ai eu un petit accro, mais tout va bien. Donc, je vais réconforter les 30 et quelques pourcents qui ne sont peut-être pas confiants dans les capacités d'Hydro-Québec et nous y allons dès ce pas. Donc, vas-y, Martin, pour la prochaine slide. Donc, essentiellement, il faut comprendre que l'impact du transport et de l'électrification des transports n'est pas négligeable. Elle est importante et on s'y attaque. Donc, essentiellement, je vous montre ici comment l'ampleur de l'électrification des transports jusqu'en 2032 se compare à l'ampleur des autres charges qui s'ajoutent à notre réseau dans les prochaines années. Donc, la croissance naturelle, ça, c'est essentiellement l'ajout des nouvelles maisons, des nouvelles écoles, des petites usines, des petites activités économiques qui s'ajoutent ici et là, mais représente une valeur de 4,3 TWh. La conversion des bâtiments et de nos procédés industriels, elle, compte pour environ la même quantité, soit environ 4,5 TWh. Les secteurs émergents, vous avez peut-être entendu dans les médias l'intérêt qu'on porte aux nouvelles industries qui peuvent s'installer au Québec et faire justement rayonner notre expertise dans le domaine dans certains domaines de haute technologie. Et ça ajoute quand même, on prévoit un ajout d'environ 9 TWh. Mais en contrepartie, certaines nouvelles technologies de production décentralisée comme le solaire photovoltaïque nous amènent une opportunité de réduire la consommation pour un grand total, donc qui s'ajoute avec l'électrification des transports autour de 8 TWh à une prédiction de 25 TWh supplémentaires à l'horizon 2032. Mais sachez qu'environ 1 TWh, pour votre référence, je l'ai écrit un peu plus bas, c'est la consommation annuelle d'environ 60 000 ménages. Donc, ça vous donne une idée à peu près de qu'est-ce que ça peut représenter. Là. Donc, une bonne ville moyenne du Québec là, qui est représentée par un seul TWh. Donc, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie qu'on est capable de distribuer puisque, dans le fond, on fait aussi plusieurs actions pour y arriver. Je vais vous montrer un peu les différentes opportunités qui s'offrent devant nous.
Et en fait, comment on prévoit tout ça? Comment on va arranger et ajuster notre consommation c'est-à-dire comment Hydro-Québec s'adapte à la consommation nouvelle qui est associée à ce qu'on vient de présenter? C'est qu'on évalue d'abord nos besoins en prévision de la demande. Alors, si on se met en haut à gauche, on regarde comment la croissance économique s'en vient, on ajuste et on évalue. Ensuite, on regarde les moyens qui sont à notre disposition. On se pose ensuite la question, est-ce qu'on a assez de moyens pour couvrir les besoins qui sont au pas de la porte? Et à ce moment-là, on ajoute des stratégies et on demande à nos évaluateurs si les stratégies sont nécessaires. Donc, on évalue et on discute avec la régie. Et à ce moment-là, on regarde les stratégies qui sont les meilleures pour combler ces besoins-là. Donc, on peut faire des appels d'offres, on peut évaluer plein de choses et on va regarder un peu comment ça se concrétise. Donc, je vous ai parlé d'énergie et de puissance. Il va y avoir ici 2 présentations distinctes. Donc, la première réponse, c'est comment on peut répondre aux besoins d'abord en énergie. Donc, on parle souvent de 100 TWh additionnels à un horizon plus loin, donc de 2050, et on a besoin de faire beaucoup de travail pour se rendre là, mais le point, du moins à plus court terme sur 2032, représente environ 25 de ces 100 TWh-là. Donc, il faut d'abord et avant tout rehausser et continuer notre effort en efficacité énergétique. Et c'est pour ça, c'est une bonne raison pourquoi il est en haut à gauche dans la liste, parce que c'est l'information la plus importante à mettre en place. Il faut convaincre par tous les moyens disponibles à nos clients, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou institutionnels et même industriels, et même surtout industriels, d'augmenter leur performance énergétique par tous les moyens disponibles et nos programmes sont là pour ça. On ajoute ici aussi beaucoup d'énergie éolienne. À chaque année, des appels d'offres, ou à peu près à chaque année, des appels d'offres différents sont mis en place pour convaincre des partenaires d'affaires qui vont construire des éoliennes à les mettre sur le territoire québécois et arriver à subvenir aux besoins requis. On a aussi des études préliminaires. Là, on l'a annoncé qu'on regarde et on ne néglige pas l'opportunité de valider des potentiels hydroélectriques de nouvelles rivières et peut-être augmenter celui des rivières actuelles. Mais l'exemple qu'on peut citer ici, c'est le prochain projet qui va faire l'objet d'une étude préliminaire, c'est-à-dire celui sur la rivière du Petit-Mécatina. Et d'autres solutions s'ajoutent évidemment, comme la production décentralisée. On en a fait un petit peu mention dans les slides précédentes, mais grosso modo, c'est un incontournable et on va être prêt à recevoir cette opportunité-là de la part des clients qui adopteront une opportunité de production solaire, qu'elle soit décentralisée ou non, parce qu'on a aussi quelques petites installations qui sont en test présentement et qui nous fournissent un peu d'éclairage, que dis-je, de production électrique décentralisée. Maintenant, ça remplit les besoins énergétiques, mais il y a aussi un enjeu de puissance. On va y arriver à l'instant. Donc, on a besoin de la puissance et la quantité de robinets qu'on a besoin de mettre en place à un moment donné pour être en mesure de fournir toute l'énergie requise à un moment où on est en pointe critique. Donc, à ce moment-là, on demande pas juste de faire de l'efficacité énergétique à notre clientèle, comme on vient de montrer, qu'il ait de l'efficacité énergétique qui est bonne toute l'année. Okay? Donc, dès qu'on utilise un moyen plus efficace qu'un autre pour subvenir à nos besoins énergétiques, c'est de l'efficacité énergétique qui s'adapte en général toute l'année. Ici, les moyens qu'on demande à nos clients, c'est des moyens de gestion de puissance très ciblés à des moments très pointus pendant la saison hivernale et qui nous permet de réduire la pression sur les moyens de production de puissance. On modernise également nos centrales existantes qui vont être essentiellement en mesure de produire une quantité d'énergie similaire, mais qui vont accroître la puissance qui va être disponible pendant les périodes de pointe. Et on ajoute évidemment donc le Petit-Mécatina qui est encore là à gauche parce qu'on a les mêmes opportunités amènent également un ajout en puissance. Et finalement, l'opportunité de stockage, pas seulement sur le réseau, mais également chez les clients, c'est une opportunité qui est très grande. Les batteries coûtent encore très cher, mais il y a d'autres opportunités de stockage qui sont évaluées par nos groupes de recherche et qui vont pouvoir pallier à cet enjeu-là.
Mais on va maintenant se concentrer sur ce qu'on peut faire en haut à gauche, c'est-à-dire de trouver des moyens pour que la clientèle réponde à ces besoins-là de façon la plus pertinente possible. Étienne, moi, j'en profiterai pour dire, autant dans cette slide-là que dans la slide précédente, c'est-à-dire celle où on parlait de l'énergie, en haut à gauche, on parle de cible en efficacité énergétique, donc comment mieux gérer l'énergie. Dans celle-là, en haut à droite, on parle de moyens de gestion de la puissance, donc comment mieux gérer la puissance. C'est toujours plus facile et plus rapide de mieux gérer que de trouver des solutions pour régler le problème. C'est-à-dire que si tu commences à être un peu serré financièrement, à court terme, slacker un peu ses dépenses, c'est pas mal plus facile à faire que de se trouver une bonne job payante. De la même façon, c'est plus facile de mieux gérer l'énergie que d'aller construire un barrage, vous comprendrez. Voilà pourquoi on parle beaucoup de gestion d'énergie, parce que c'est des quick wins. Tout le monde peut mettre un peu la main à la roue et faire l'épaule à la roue, on dit plutôt, et faire en sorte qu'on va avoir des gains. La même chose avec la gestion de la puissance, on gère mieux les moments dans lesquels on vient demander de la puissance sur le réseau. Ben, c'est plus facile à faire que de mettre des fils plus gros, que de mettre des transfos plus gros. Donc, cet aspect-là, il est simple, il est rapide et il est dans les mains de tout le monde. Alors que construire des barrages, mettre des équipements électriques plus gros, ben, c'est l'ingénierie d'Hydro-Québec d'être en action. Ça coûte très cher et ça prend du temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne devra pas le faire, mais d'ici là, il y a des actions rapides que l'on peut tous faire comme citoyens. Et c'est pour ça qu'on parle autant de ces moyens-là, que ce soit dans les médias ou un peu partout depuis plusieurs années. J'aime beaucoup ta comparaison entre le salaire et couper un peu dans les dépenses et peut-être sauter un restaurant ici et là. Donc, c'est exact. C'est une très bonne comparaison parce que c'est beaucoup plus facile, évidemment, de réduire notre consommation. Ça peut être plate, de commencer à produire plus pour y arriver. Et ici, j'ajoute, on n'en parle pas si souvent, alors je prends l'opportunité ici de parler que l'enjeu qu'on vous parle en énergie et en puissance, et particulièrement en puissance, touche toute la chaîne de production et de distribution de notre électricité. De la production, comme on vient de dire, qui doit être ajustée aux besoins quand on a épuisé toutes les autres solutions de gestion de puissance, mais également le transport. Si on ajoute des éoliennes, si on ajoute des centrales, ça va nécessiter également des lignes de transport supplémentaires pour arriver à distribuer cette énergie-là aux endroits où on en a besoin. Les postes également, on doit redistribuer l'énergie adéquatement si une nouvelle usine, par exemple, s'installe ou si, par exemple, une usine existante se décarbone et électrifie une grande partie de sa consommation. Donc, et jusqu'à l'autre bout, votre petit transformateur qui se trouve sur un poteau, peut-être devant votre maison, s'il y a plusieurs de vos voisins qui ajoutent des charges importantes dans leur maison, eh bien, un jour ou l'autre, il va probablement falloir remplacer ce transformateur-là et le grossir. Donc, essentiellement, amener plus d'énergie à la maison, ça nécessite du travail d'un bout à l'autre de la chaîne. Et c'est pour ça que ce n'est pas simplement uniquement une question de hausse de la production, mais également une hausse de toute l'infrastructure nécessaire pour se rendre de la centrale ou de la zone de production jusqu'à la maison et aux véhicules électriques. Je pense que c'est important de mentionner qu'il y a plusieurs enjeux. Et moi, je te dirais, Étienne, tu l'as vu de la production aller jusqu'à la maison. Moi, je te dirais que la problématique se crée, par contre, dans le sens inverse. Si on a une piscine chauffée, un bain tourbillon, 2 autos électriques et puis 3 congélateurs, 2 frigidaires, mais notre maison tire beaucoup d'énergie. Donc, le poteau qui alimente notre maison doit avoir un transfo qui est suffisamment puissant. Et si tout le monde dans le quartier fait ça, le poste de transformation qui alimente le quartier doit être plus gros, ce qui fait que la ligne de transport qui s'en va là, si tous les quartiers sont comme ça, doit être plus gros. Et au final, ça prend un autre barrage ou ça prend plus de turbines ou ça prend plus de capacité de production. Donc, on a toujours l'impression que nous, on n'ajoute qu'un grain de sel dans la recette, mais si on est 35 millions de personnes à mettre un grain de sel, ça finit par être salé au bout. Là, exact. Donc,
Évidemment, la conséquence, c'est qu'on a besoin, là, si on se concentre maintenant sur vraiment les véhicules électriques qui ajoutent évidemment une charge qu'on a estimée à environ 7 ou 8 TWh dans les présents, bien, on a besoin d'ajouter plus de bornes. Et ça, ce n'est pas seulement chez les clients, évidemment, résidentiels, mais également dans les charges publiques. Donc, un peu partout. Et dans ce cas-ci, bien, on a besoin de faire le travail requis, un peu comme on vient de le montrer à différentes étapes, pour assurer une bonne et un complet réseau d'alimentation de ces bornes. Donc, les questions qu'on a pour vous maintenant. Okay? Donc, on va commencer, je pense, à la première. Est-ce que vous avez une stratégie de programmation de votre véhicule électrique et êtes-vous abonné ou non à la tarification dynamique ou ILO? Alors, on vous laisse répondre. Pendant que les gens répondent, encore une fois, Étienne, peut-être rappeler que de tous les objets énergivores que vous avez à la maison, énergivores qui demandent de la puissance, donc autant de l'énergie que de la puissance en temps instantané, et de loin le plus facile à utiliser de façon intelligente et de façon à ne pas nuire au réseau, c'est votre véhicule. Pour plein de raisons, entre autres parce que dans tous les cas, le véhicule lui-même est programmable, donc au-delà de la borne que vous avez, puis tout ça, vous pouvez décider, et ce, sans contrainte, peut-être avec exception, là, les gens qui ont des horaires de travail très atypiques, là, mais vous pouvez programmer à quelle heure le véhicule va se charger, donc à quelle heure il va consommer de l'énergie, ce que vous ne pouvez pas faire facilement avec votre tank à eau chaude ou votre congélateur qui, lui, va partir quand c'est le temps qu'il parte en fonction là, de l'utilisation que vous en faites. Le véhicule, il est programmable hyper facilement, puis vous pouvez même court-circuiter cette programmation-là momentanément parce que vous avez une journée différente des autres à l'aide d'une application mobile qui fait en sorte que vous n'avez même pas à sortir dehors pour démarrer ou arrêter une recharge. Exact. Donc, la question, on vous la pose, mais ce n'est pas anodin. Il y a une bonne raison pour qu'on vous la pose. Oui. Est-ce que, Jade, on peut présenter déjà les premiers résultats? Excellent. Donc, déjà 36 qui ont une stratégie programmable, c'est très intéressant. Bon, les 31 j'imagine, qui ne s'appliquent pas sont les clients qui n'ont pas encore de véhicules électriques, on vous comprend. Mais à peu près moitié-moitié dans les clients qui auraient des véhicules, nos clients, c'est-à-dire, je dis clients, mais c'est nos participants aujourd'hui, mais qui sont aussi nos clients. Et une belle proportion aussi des clients qui sont abonnés à la tarification dynamique. Et j'envoie un avis aux 9 qui se posent la question à quoi ça sert ou c'est quoi, d'aller visiter notre site web pour en apprendre plus parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, surtout pour les électromobilistes, d'en profiter puisque Martin l'a mentionné, c'est une charge importante et qui est qui est la plus facile à déplacer ou à ajuster avec ces options-là. Donc, continuons sur cette lancée. Ici, on vous montre essentiellement la courbe moyenne de recharge des véhicules électriques. Donc, c'est une courbe qu'on ne voit pas souvent. Donc, on ne regarde pas maintenant la consommation, mais on a pris une centaine de bornes résidentielles qui étaient mesurées distinctement du reste de la maison et en fonction de la charge en cours de la borne pendant la journée, on se rend compte sans aucun doute qu'il y a une forte augmentation de l'utilisation des bornes pendant la période du soir. Et ça ne surprend pas grand monde puisqu'on comprend que les gens, au retour à la maison, branchent leur véhicule dès qu'ils ont l'occasion. Mais c'est justement ça qu'on veut, trouver un moyen de vous convaincre de faire un changement. Donc, je pense qu'on a un petit exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Je te laisse, Martin, d'avancer au prochain clic. Donc, 3 heures de charge, ça représente environ 100 km d'autonomie ou à peu près. Donc, vous voyez qu'on est capable de déplacer la courbe en question à l'extérieur des heures de pointe. Et on ne vous demanderait en moyenne qu'environ 3 heures. Donc, les gens qui programment leur
véhicule et qui le font pendant la nuit, bien, ça nous aide beaucoup. Et ceux qui sont en plus abonnés à la tarification dynamique, bien, en trouvent un bénéfice puisqu'on, pendant les périodes de pointe hivernale, vous voyez qu'il y a une bonne partie de la pointe que je vous ai montrée tout à l'heure qui est directement pendant la période en question parce qu'on la voit ici superposée. Donc, le matin, pas trop de problèmes, ce n'est pas le véhicule électrique qui va beaucoup nous aider, mais le soir, il y a un match presque parfait entre la hausse de l'appel de puissance qu'on note sur l'ensemble de la clientèle et l'impact que les véhicules électriques vont avoir en ajoutant ça si on ne convainc pas suffisamment de clients à déplacer leur charge de quelques heures et de débuter, par exemple, leur charge tout le temps, après 8 heures, après 9 heures ou après 10 heures. Et je vous rappelle qu'on obtient environ 100 km d'autonomie dans la plupart des véhicules à l'aide de seulement 3 heures de charge. Donc, il n'y a pas d'enjeu dans la très vaste majorité des cas d'avoir une perte d'autonomie majeure pour le lendemain si on retarde la charge après les heures de pointe habituelles qui se terminent autour de 8 ou 9 heures en soirée. Donc, c'est vraiment le message qu'on veut livrer ici à tous les électromobilistes que vous avez en main une opportunité en or de déplacer la charge importante qui est reliée à son utilisation. Et on montre ici des exemples probants là, de ce qui est faisable. Et aussi un petit peu le 100 km pour 3 heures, je trouve que ça peut être facile à se souvenir et c'est à peu près le cas pour une vaste majorité des véhicules. Avais-tu quelque chose à ajouter, Martin? Ben non, ben, puis en fait, c'est très bien expliqué, Étienne. Puis, tu sais, on part le matin, notre voiture est pleine, on va travailler, puis on revient. On a fait quoi comme kilométrage dans notre journée? 100, 150 km, gros max. La moyenne des gens font moins de 100 km par jour pour aller travailler. Mettez-le à 200 km, OK? 100 km aller travailler, puis 100 km revenez. Vous travaillez loin de la maison. Bien, c'est 200 km, c'est 6 heures que ça prendrait pour remettre cette énergie dans le véhicule. Donc, même en démarrant votre recharge à minuit, vous êtes prête pour repartir le lendemain matin à 6 heures. Donc, tu sais, quand on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à y avoir. Et voilà. Donc, on veut trouver un moyen d'inciter les clients et les électromobilistes, entre autres, à recevoir la bonification qui vient avec ce déplacement parce que justement, nos offres tarifaires, pour une centaine d'heures seulement par année, que ce soit en tarification dynamique ou avec l'aide d'ILO, qui, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec ILO, ILO prend le contrôle à votre place. Donc, vous n'avez plus aucune charge mentale, si on peut dire ça, sur la recharge. Vous pouvez mettre votre fusil de recharge directement dans le véhicule et ILO va trouver le meilleur moment et la meilleure approche pour s'assurer de la charge du véhicule et de contrôler sa charge au moment où les journées qui vont être nécessaires pour faire un ajustement de la charge et la reporter à un moment adéquat. Étienne, en tarification dynamique, bien, on demande aux clients de le faire eux-mêmes. Donc, on voit qu'il y avait à peu près la moitié des électromobilistes qui le faisaient déjà. On vous remercie, mais là, il faut convaincre l'autre moitié d'en faire autant, puisque c'est justement des gestes comme ça qui sont nécessaires pour justement arriver à pouvoir assumer tous les besoins de charge en puissance et en énergie. Je pense, Étienne, qu'il est important de dire pour les gens qui ne sont pas familiers, tu l'as dit avec Kilo, qui prend le contrôle. Prendre le contrôle, c'est un mot qui peut faire peur un peu, là. Juste vous dire, prendre le contrôle en fonction, bon, premièrement, le système va décider quand recharger votre véhicule, puis ça ne sera peut-être pas la même heure à tous les jours. Si aujourd'hui, il y a une pointe qui s'étire un peu, bien, ILO pourrait décider de repousser un peu plus tard, mais en tenant compte de vos contraintes, c'est-à-dire que vous balisez vous-même. Si vous avez des contraintes qui font que vous devez être plein à 6 heures le matin ou peu importe, bien, ILO ne prendra jamais une décision qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans le trouble parce que vous avez ILO. Vous donnez vos balises de fonctionnement, puis à l'intérieur de cette marge de manœuvre-là que vous donnez au système, là, le système va prendre la meilleure décision à la fois pour vous et pour l'économie énergétique du Québec. Voilà. Exact. Et en tarification dynamique, bien, avant qu'on aille plus loin, je vais compléter sur la tarification dynamique. Tu peux revenir d'un coup. Essentiellement, pour ceux qui sont un peu moins familiers, bien, on a le crédit hivernal qui est un crédit qui est apporté à la facture standard. Donc, la facture ne peut que diminuer et on incite les clients, et en particulier les électromobilistes qui peuvent faire des gains importants de ce côté-là. Et le Flex D,
c'est un peu le même système, mais essentiellement, on a une réduction du kilowattheure ou du tarif standard pendant l'hiver, mais une augmentation importante pendant les périodes de pointe, ce qui incite à utiliser l'énergie à un autre moment. Donc, dans les deux cas, il y a un avantage pour les électromobilistes un peu plus marqué que pour le reste de la population, puisqu'on ajoute la charge du chauffage, on ajoute au chauffage, qui est la charge principale là, qui est contrôlée par les différentes stratégies qu'on utilise dans l'un ou dans l'autre des options. Et on ajoute essentiellement la recharge des véhicules électriques à cette option-là. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ILO et toutes les opportunités de solutions intelligentes qui est rattachées, je vous invite à visiter notre site web et avoir toutes les informations et rejoindre les partenaires d'ILO pour vous donner tous les détails sur la borne de recharge justement qui est disponible et qui permet un contrôle détaillé, ainsi que tous les autres avantages qui viennent avec la maison intelligente d'ILO. Maintenant, on aimerait rentrer dans un petit détail, peut-être avant de se faire poser la question. Donc, on prend un peu d'avance parce que là, on a ce qu'on vient d'expliquer avec ILO, ça s'appelle dans le jargon, et peut-être que vous avez lu, certains l'ont lu dans des articles qui parlent de contrôle des bornes de recharge, ce qu'on appelle du V1G, donc en anglais du Vehicle to Grid, c'est-à-dire qu'on donne du véhicule au réseau, mais seulement dans un contrôle de on ou off. Donc, on se dit simplement à la borne de s'arrêter. Donc, on ne lui dit pas d'en faire plus, on dit simplement à la borne de s'arrêter. Donc, un signal comme celui d'ILO qui vient du réseau demande simplement à la borne de s'arrêter. Là, on veut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire comment faire pour arriver à potentiellement utiliser la charge qui se trouve dans la batterie et la rétribuer au réseau, à la résidence ou à une charge. Donc, aujourd'hui, ce qui existe et qui est disponible dans plusieurs modèles de voitures, c'est le véhicule à charge, donc, ou le vehicle to load. Ça, c'est peut-être, vous l'avez vu dans certaines publicités de certains manufacturiers, mais essentiellement, c'est prendre une seule charge. Ça peut être un bandeau d'éclairage, ça peut être un réfrigérateur en camping, mais essentiellement, on branche dans un port qui est dédié à ça, et donc un port différent du port de recharge, une rallonge sur laquelle on branche une lumière ou un réfrigérateur ou une petite charge de ce calibre-là. Et on appelle ça, donc, le véhicule to load, donc le V2L. Là où on fait de la recherche et on essaie de trouver des solutions innovantes, c'est d'aller encore plus loin. C'est d'utiliser, et les deux lignes supplémentaires, c'est de pouvoir même alimenter la maison au grand complet, donc potentiellement même alimenter une partie ou l'entièreté du panneau électrique à même la batterie de la voiture, et ce, à travers la borne de recharge. Donc, on utilise le même port de recharge et on fait essentiellement rouler le courant dans l'autre sens. Donc, cette technologie-là est encore émergente, n'est pas disponible par plusieurs distributeurs de véhicules électriques, mais je peux vous dire que même en Europe, aux États-Unis et au Canada, c'est une technologie qui fait rêver puisque ça permettrait une flexibilité très accrue sur le réseau électrique où les batteries elles-mêmes, peut-être pas à très grand volume, mais les batteries pourraient alimenter la maison et ensuite être en mesure de s'effacer en partie ou entièrement du réseau. Puis la dernière option, c'est le crémage sur le gâteau, où là, on pourrait même, après avoir donné une partie de l'énergie à la maison, l'énergie supplémentaire ou la puissance supplémentaire disponible pourrait même être envoyée sur le réseau, similaire à ce qu'on pourrait voir par l'utilisation d'un panneau photovoltaïque qui, lorsque la demande de la maison ou de l'installation est insuffisante, peut pousser son énergie dans le réseau et à ce moment-là, faire littéralement tourner le compteur à l'envers. Donc, dans un cas, une petite charge, V2L. Dans une deuxième ligne, on efface une partie de la maison, mais on ne va pas beaucoup plus loin, mais on utilise le même câble
entre la borne et le véhicule. Et en troisième lieu, on va vraiment plus loin et on intègre la batterie du véhicule dans un concept plus large de l'intégrer au réseau. Donc, j'espère que ça peut vous faire poser des questions, mais sachez que le V2L est déjà disponible dans plusieurs véhicules et peut vous donner une opportunité de résilience, puisqu'en cas de panne ou en cas de besoin énergétique à l'extérieur de la maison, vous avez l'accès à votre véhicule par le port en question. Mais dans les deux autres cas, je vous donne une mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cette capacité-là à travers le réseau, mais c'est étudié de façon assidue par à peu près toutes les utilités qui se trouvent dans le monde. Et je peux vous confirmer qu'Hydro-Québec est très intéressé aussi à mettre en place les projets pilotes qui seront nécessaires pour quand la technologie sera suffisamment mature pour y arriver. Voilà. Je ne sais pas si Martin, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a plein de questions, Étienne, qui rentrent, là, puis ça va dans toutes les directions. On approche la fin de la présentation. Oui. Moi, je te propose qu'on continue, puis après ça, je vais te poser des questions par thème. Parfait. Donc, on résume avec les contacts que vous avez. On vous disait de rejoindre ILO. Vous avez les informations à votre droite. Si vous avez des questions pour toutes les autres offres tarifaires qui ne touchent pas ILO, comme la tarification dynamique, vous pouvez le faire avec le service à la clientèle. Et pour les électromobilistes qui veulent en savoir plus sur les conditions d'utilisation et les opportunités que le circuit électrique leur offre, bien, allez faire un tour sur le site web de Circuit électrique. Abonnez-vous si vous êtes un nouvel électromobiliste pour avoir toujours l'opportunité de vous brancher lorsque vous serez en déplacement et peut-être utiliser une borne locale quand vous ne serez pas en mesure d'utiliser votre stationnement si cela est possible. Voilà. Donc, on est rendu déjà aux questions, Étienne, et il y en a plusieurs bonnes d'ailleurs. Merci à plusieurs bonnes, excellent. On aime les bonnes questions. On va essayer de répondre à plusieurs d'entre elles. Une première qui vient de M. Robert Mercier, qui dit « Je suis électromobiliste depuis 9 ans. Je suis désolé de constater l'augmentation année après année de l'autonomie. D'accord, mais c'est aussi une augmentation de dimension et du poids des nouveaux véhicules. Comme la batterie représente la majorité du poids, une partie toujours plus importante de l'autonomie des batteries sert à déplacer ces énormes batteries. Donc, ça va un peu dans le mouvement de dire qu'il y a de moins en moins de petites voitures, de plus en plus de grosses voitures. Qui dit plus grosse voiture dit plus grosse batterie. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que ça vient jouer sur nos besoins en énergie? C'est une très bonne question. Puis, M. Mercier, c'est bien ça. Oui. Il a tout à fait raison que la taille des véhicules est un enjeu parce que, justement, à peu près la seule façon qu'on peut faire de l'efficacité énergétique avec notre véhicule, c'est de choisir le bon et d'ajuster notre déplacement en fonction de nos vrais besoins. Donc, le véhicule électrique, une fois qu'on décide de faire 1 kilomètre avec le véhicule, bien, la façon de réduire la consommation énergétique de ce kilomètre-là, c'est d'utiliser un véhicule plus petit que celui qui est peut-être celui qu'on utilisait comme référence. Donc, le point est très bon. Et oui, dans nos modélisations, on tient compte du kilométrage moyen utilisé et on tient compte effectivement d'un ratio de kilowattheure équivalent par litre de consommation. Et c'est ce ratio-là qu'on utilise pour estimer, mais en fait, c'est toujours une estimation, mais on fait des estimations très éduquées, mais on fait quand même des estimations pour évaluer quel sera l'impact. Donc, la réponse, c'est oui, on tient compte de l'augmentation, mais on a aussi plein de partenaires qui vont militer pour ajuster et faire comprendre à nos clients qu'un véhicule judicieusement choisi pour sa taille, pour les besoins qu'il a, est le plus juste. Mais on n'est pas nécessairement là pour critiquer le choix de nos clients sur leur véhicule électrique, mais on est définitivement là pour les inviter à choisir le meilleur choix et de trouver le plus petit véhicule disponible pour les besoins qu'ils ont. C'est ce qui va faire une mesure d'efficacité énergétique certainement payante pour le ménage. Ouais. Il y a plusieurs questions qui touchent ILO, Étienne. Oui. Ni toi ni moi sommes des représentants officiels d'ILO. Je vais quand même te poser les questions, voir si on peut y répondre. Il y a plusieurs personnes qui posent la question à savoir est-ce qu'il y a d'autres bornes de recharge que la Heavy Duty qui sont supportées? Et sinon, est-ce qu'il est prévu qu'il y en ait d'autres? Parce qu'il y a d'autres bornes qui sont intelligentes sur le marché. Actuellement, c'est limité à Heavy Duty, je crois.
Oui, bien, c'est une très, 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 très bonne question. Et je peux quand même, pas annoncer, mais vous donner un peu la perspective d'ouvrir le marché donc aujourd'hui, pour répondre à la première question, c'est aujourd'hui, effectivement, la seule et unique borne qui est disponible, c'est celle d'EV-Duty. Mais j'insiste sur le aujourd'hui parce que le contexte de multi-options est très sérieusement envisagé chez ILO pour justement ouvrir les plateformes ILO à d'autres joueurs, autant pour le contrôle des thermostats, le contrôle des petites charges comme l'éclairage, ainsi que le contrôle des véhicules électriques ou des bornes de recharge. Donc, merci pour l'applaudissement, mais grosso modo, il y a donc une volonté très grande d'élargir le spectre des produits qui seront disponibles. Et ça inclut les bornes de recharge. Mais encore une fois, il faut s'entendre avec les distributeurs et les fabricants et trouver un terrain d'entente qui va leur permettre de s'ajouter au parc des bornes compatibles. Oui, il y a aussi une question qui a été posée en lien avec M. Boudreau là, qui disait que le seul fournisseur agréé pour les thermostats qui est Stelco, ce n'est plus le cas. Hein. Il y en a d'autres que Stelco. Je sais entre autres que Maisa est supporté par ILO. Exactement. Donc, c'est un peu la même réponse, c'est-à-dire que j'imagine que c'est analysé qu'au fur et à mesure où des produits répondent aux normes à la fois de sécurité et de stabilité requis par le système. Exact. Donc, on appelle ça un peu l'écosystème d'ILO et l'écosystème veut s'élargir à plusieurs produits. Ça inclut justement d'autres produits de thermostats et ça inclut aussi des thermostats centraux qui ne font pas encore partie de l'offre, mais qui sont sur le point d'être lancés à l'intérieur de la plateforme ILO. Et à chaque fois qu'un nouveau produit va s'ajouter et qui va être pertinent de l'ajouter dans le contrôle, il va faire l'objet du même traitement, donc d'évaluer la pertinence et les opportunités de l'ajouter à l'écosystème et donc de faire profiter les clients qui ont déjà ces équipements-là à leur domicile. Il y a une question qui a été posée par M. David Bernard-Giguère qui dit « Qu'est-ce qui empêche actuellement la V2G, donc Vehicle to Grid, interconnecter le véhicule au réseau? Qu'est-ce qui empêche que ce soit implanté au moment où on se parle? Est-ce qu'il y a des limitations? Qu'est-ce qui technologiquement n'est pas encore disponible pour nous permettre de le faire? » Je vais te relancer la balle tout à l'heure, Martin, mais je peux vous d'abord répondre sur l'enjeu qui est nécessaire pour le bâtiment. Okay? Donc, quand on parle du V2G et du V2H, l'équipement dans le bâtiment doit être prêt à recevoir une source énergétique qui n'est pas celle qui vient du réseau. Donc, on doit essentiellement investir quand même plusieurs milliers de dollars dans le panneau électrique pour qu'il soit, lui, à son tour bidirectionnel. Et ça, c'est un enjeu très important pour le taux d'adoption. Donc, il y a d'abord un enjeu dans la maison elle-même. On ne peut pas simplement prendre la borne et la rendre bidirectionnelle sans faire des travaux dans le panneau électrique où se trouve branchée la borne. Ces travaux-là sont importants, sont essentiels. Et on a besoin aussi de sécuriser le panneau en question pour pas qu'une borne qui est branchée au véhicule alimente une tension quand nos travailleurs sont dans le poteau en train de faire des travaux sur le transformateur, par exemple. Donc, lorsqu'on a des pannes requises pour justement faire des travaux sur le réseau, tous les équipements doivent être installés d'abord dans la maison pour assurer que le courant ne passe pas dans le mauvais sens. Donc, je résume ça simplement, mais il y a des travaux importants à faire du côté du panneau électrique, côté client. Puis il y a l'autre enjeu, c'est la disponibilité ou l'accès du véhicule lui-même. Je ne sais pas si Martin, tu as plus d'informations que moi de ce côté-là, mais à ma connaissance, encore peu de véhicules ou peut-être seulement des véhicules très récents offrent cette opportunité-là justement d'utiliser la batterie dans le sens contraire. Et ça, c'est un enjeu là, qui va être, somme toute, résolu par les distributeurs de véhicules. Mais je n'en ai pas le moindre idée à quel niveau on est rendu aujourd'hui dans les véhicules. Ouais, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Mais on peut s'attendre à ce que ça devienne plus populaire dans les nouveaux modèles de véhicules qui s'en viennent. Je pense que c'est une tendance qu'on sent devenir de plus en plus populaire. J'ai une autre question, Étienne. M. Bruno Ouellette qui demande, dans le développement des nouveaux quartiers résidentiels, quand il y a un nouveau quartier qui se crée, est-ce que les installations qui sont installées, parce que là on comprend qu'il y a 50, 60 ans, quand on a créé les quartiers,
on ne pouvait pas s'imaginer qu'on aurait tous des airs climatisés, des thermopompes, des piscines chauffées et 1 ou 2 véhicules électriques. Mais maintenant, on le sait. Est-ce que le dimensionnement qui est fait lors du déploiement de nouveaux quartiers tient compte de cette nouvelle réalité-là ou on les fait comme il y a 50 ans et on va être à côté, à la limite, très rapidement? C'est une excellente question parce qu'effectivement, le taux d'adoption des véhicules électriques influence grandement on pourrait dire le dimensionnement de l'équipement qui va être fait. Donc, on ajoute maintenant dans la liste, parce que pour votre information, ce qui va évaluer le dimensionnement du transformateur qui alimente le bâtiment va dépendre de ce que l'électricien va avoir prévu dans la livraison d'une maison neuve. Donc, essentiellement, si l'électricien dit c'est un 2000 pieds carrés avec une borne de recharge, bien, les gens de réseau vont en tenir compte pour ajuster justement le réseau local et peut-être justement mettre un transfo plus rapidement en fonction. Mais la réponse maintenant, c'est si la maison neuve, mais c'est le lendemain qu'on installe une borne de recharge et non pas lors de la livraison. Et c'est ça qu'on a comme réalité dans les quartiers existants. Donc, on a des quartiers existants où la multiplication dans certains secteurs se fait trop rapidement, puis on a des enjeux où nos collègues à réseau voient dans les mesurages une hausse importante des appels de puissance maximale. Et c'est pour cette raison-là que je montrais un peu la chaîne, et ce n'est pas juste au début, mais aussi à la fin qu'il faut faire tenir compte des enjeux. Et nos collègues au niveau de la planification du réseau sont bien au courant et tiennent compte et vont potentiellement se donner même une petite marge de manœuvre supplémentaire requise. Mais c'est d'autant plus important de décaler à nouveau. Donc, l'importance de dire est-ce qu'on a besoin des électromobilistes pour faire une différence? Bien, en décalant la charge après l'utilisation de la cuisinière pour faire notre lasagne, après la dinde et après la douche des enfants ou des bains des enfants, bien, ça permet justement d'utiliser un transfo plus petit pour fournir les mêmes points. Et c'est justement ça qu'on tente de faire en convainquant peut-être nos électromobilistes de s'adapter et d'ajuster leurs besoins en fonction de la tarification dynamique. Qui va les inciter donc à décaler leur consommation. C'est important, Étienne, peut-être que les gens comprennent qu'il y a plein d'équipements énergivores qu'on a à la maison, mais qui sont énergivores de façon variable, c'est-à-dire que dans le temps, ils tirent un petit peu plus, un petit peu moins. Par exemple, le chauffage dans une maison. Parfois, on peut avoir 4-5 calorifères qui roulent en même temps. Des fois, on peut en avoir 2, des fois, on peut en avoir 1. Ça va varier énormément. Dans le cas des voitures, quand la voiture commence à charger, par exemple, avec une borne de 11 kW, si on a une voiture qui est capable de charger à 11 kW en niveau 2, bien, on va tirer 11 kW de l'instant 1, aller jusqu'au dernier moment. Donc, on tire beaucoup d'énergie de façon à côté et ça a un impact. Ça a un impact sur cette demande-là qui est constante auprès du réseau. Même les électriciens, lorsqu'ils vont dimensionner le filage et tout ça, doivent tenir compte que c'est une charge de 11 kW continue. C'est de façon, c'est pas sporadique. Pour plusieurs heures. Exactement. Contrairement à d'autres appareils. C'est pas un séchoir à cheveux. Exactement, où ça ne dure pas assez longtemps pour créer une surchauffe là, ailleurs que dans le séchoir lui-même. Il y a d'autres bonnes questions qui entrent. Il y en a une de M. Bruno de Tank qui dit les subventions, là, sachant que les véhicules avec plus gros ont des batteries plus grosses, donc demandent plus au réseau. Ils nous disent les subventions données pour l'achat des véhicules électriques devraient-elles diminuer pour les véhicules électriques les plus gros? Je ne suis pas sûr que c'est à Hydro-Québec à répondre à cette question-là. Hein? On ne peut pas répondre à ça, mais je rappelle que les appuis financiers sont déjà limités en fonction du prix du véhicule et on pourrait prétendre que plus la grosseur du véhicule augmente, plus l'accès à ces appuis financiers-là des différents gouvernements s'efface. Donc, en d'autres mots, nous ne sommes pas les experts, ni moi ni Martin, mais on peut... et c'est peut-être une question à amener à d'autres panels, mais effectivement, garder les appuis pour les véhicules les plus sobres et les plus petits, c'est déjà un petit peu le cas. Et peut-être que ça va s'accentuer de la part de nos dirigeants de ce côté-là. Mais pour Hydro-Québec, malheureusement, on n'a pas vraiment de pointe sur le choix des véhicules de nos clients.
Plusieurs bonnes questions encore. Tu as encore un peu de temps, Étienne. Je sais que tu es J'ai sur encore un du temps. décalage horaire, mais on y va. Euh, Oui. Est-ce qu'Hydro-Québec milite pour l'augmentation de l'offre de transport en commun, intracité et de la mobilité active auprès des différents niveaux gouvernementaux? Et est-ce que ça fait partie de la stratégie d'efficacité énergétique de la compagnie? Si les gens marchent, pédalent, prennent l'autobus, ben, ils vont moins charger leur auto électrique, donc on va prendre moins d'énergie. Oui, bien, je vais l'apprendre en deux parties. L'approche du transport en commun, ce n'est pas la tâche d'Hydro-Québec. D'abord, on a plusieurs autres, les villes, les ministères qui supportent le transport en commun et ils le font de façon importante. J'ajouterais par contre que le transport en commun va s'électrifier également. OK? Et il va s'électrifier quand même assez rapidement. Il y a eu des annonces majeures pour Laval, pour Montréal et probablement pour d'autres. Et on a des demandes de branchement. Je vous donne un petit exemple. Un grand stationnement, donc un garage de véhicules de la STM auparavant ne nécessitait que quelques centaines de kilowatts d'appel de puissance pour être alimenté. C'était essentiellement de l'outillage et un micro-ondes et une machine à peanut. Et beaucoup d'éclairage. Okay, donc, vous pouvez imaginer. Mais maintenant, on peut multiplier par 15 ou 20 ou voire plus l'alimentation requise pour un nouveau garage, puisque les gens comme la STM ou la STL nous ont avisé, on va avoir besoin de bornes de recharge pour tous les autobus. Et les autobus, ce sont des véhicules qui sont bien plus lourds. On a parlé de la lourdeur et l'impact sur la consommation. Bien évidemment, un autobus ne consomme pas 20 kWh au 100 km, mais bel et bien quelque chose comme, écoute, j'en ai même pas la moindre idée, mais vous pouvez multiplier ça par un bon facteur. Alors, vous pouvez imaginer la charge requise dans un nouveau stationnement et c'est des demandes qu'on n'avait jamais eues avant. Et maintenant, on en a plusieurs comme ça. Et évidemment, on travaille en collaboration avec nos partenaires qui sont les sociétés de transport pour s'assurer qu'à leur tour, la charge des véhicules soit faite de façon intelligente. Et on a des approches très, très constructives avec eux de façon à ce que, également, des activités comme l'utilisation des transports pour les étudiants, donc le transport scolaire et le transport local se fassent avec une recharge intelligente. Et c'est pas donc, on ne demande pas seulement ça à nos clients résidentiels, mais on en fait autant pour le transport collectif. Et Hydro-Québec n'est pas non plus contre la vertu. On préfère immensément alimenter en recharge un autobus qui va déplacer 40 personnes que d'alimenter 40 voitures électriques qui vont déplacer chacun une personne. Bien entendu, on n'est pas contre la vertu. Il y a une question. Sans être les promoteurs de l'accentuation de l'utilisation du transport en commun, on est définitivement des partenaires dans son électrification. Et on aide les compagnies et les organisations de transport public à s'électrifier adéquatement. Tout à fait. Une question qui peut paraître, dont la réponse peut paraître évidente, mais j'aimerais t'entendre, avec l'augmentation donc du nombre de véhicules électriques et de charges sur chacune des maisons, faudra-t-il changer des transformateurs électriques déjà en place avec cette hausse de demande? C'est déjà commencé. La réponse, c'est oui. Donc, on va soit changer les transfos, les rehausser dans certains cas. Il y a certains secteurs où il y a eu des mesurages qui ont nécessité des travaux pour pallier à cette augmentation importante de présence de véhicules sur des secteurs identifiés. Donc, on travaille à chaque étape et encore une fois, autant qu'on a besoin potentiellement d'ajuster la taille des transformateurs localement près d'une maison, on va avoir aussi à le faire potentiellement au début d'une ligne. Donc, il y a vraiment une chaîne comme ça qui se rend mais le transformateur peut être maintenu en taille si le véhicule est chargé à des moments où les autres charges sont absentes. Donc, c'est toujours cet objectif-là qu'on souhaite déplacer la charge. Et si assez de clients déplacent assez de charges, bien, la réponse, c'est non, on n'aura pas besoin de déplacer ou d'augmenter nos transformateurs parce que la capacité de transformateur actuelle va être suffisante. Donc, on a besoin oui, dans certains cas, remplacer des transformateurs parce que l'habitude de déplacer des charges n'est pas encore au rendez-vous sur certains clients, mais on n'aura tout simplement pas à le faire quand les clients vont avoir adopté des stratégies de recharge plus tardives
et plus… Parce que, donc, si vous ne l'avez pas encore compris, je vais le répéter encore, il y a de l'espace de charge la nuit, il y en a en masse la nuit, les gens dorment, n'utilisent pas leur vie, n'utilisent pas la douche, n'utilisent pas la télévision, ne font pas leur lasagne. Donc, si on met tout ça ensemble puis on réserve le jour, la période de pointe à nos activités de pointe et on donne la chance aux véhicules de se charger la nuit, on répond exactement à cet enjeu-là. Bon, deux choses, Étienne. Un, on constate que tu es un grand mangeur de lasagne. C'est extraordinaire. Oui. Il y a la dinde aussi, mais oui, je suis un moins grand mangeur de dinde. Oui, mais ça prend plus d'énergie, c'est plus long faire cuire une dinde. Fait que dans ce sens-là, tu serais mieux de manger de la lasagne plus souvent, ça serait plus éco-énergétique. Mais je fais du pouce sur ton déplacement de charge. Donc, tu dis, si on déplace nos charges, qu'on se recharge à un autre moment, on va peut-être faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de surdimensionner les transformateurs ou d'en ajouter. Sachant cela, il y a une question qui est très intéressante, mais qui est anonyme. Je ne sais pas qui l'a posée, mais est intéressante. Sachant qu'on aimerait qu'on déplace notre charge, ne serait-il pas mieux d'augmenter les incitatifs pour les employeurs avec le programme Branché au travail pour favoriser que les employés se chargent au travail pendant le jour pour éviter qu'ils ne le fassent en revenant de travailler le soir? C'est une excellente question parce que justement, c'est tout un enjeu. Alors, est-ce que la charge au milieu de la journée, potentiellement justement ciblée dans des périodes bien déterminées, peut pallier justement au problème? Mais moi, je la retourne cette question-là, Martin, on ne l'a pas parlé beaucoup, mais on a parlé aussi on n'a pas suffisamment parlé peut-être des orphelins de recharge. Mais en d'autres mots, les gens qui sont dans des logements qui n'ont pas accès à un stationnement dédié devront également se charger. Et on a beau avoir un parc potentiel de 46 000 bornes qui vont pouvoir permettre de le faire, il y a quand même une opportunité pour plusieurs des futurs électromobilistes de faire une charge au travail. Et si on limite, par exemple, et on investit avec nos partenaires commerciaux et industriels, d'inviter leurs clients justement à utiliser leurs installations avec ou sans incitatif financier pour l'utilisateur, bien, on a aussi une opportunité de déplacer des quartiers résidentiels, une partie de la charge vers des quartiers commerciaux qui, pendant le creux que vous avez vu dans la charge pendant les après-midi, a l'opportunité justement d'utiliser une partie de ce creux-là pour donner l'accès à un véhicule électrique avec la conscience tranquille qu'ils vont toujours avoir une borne disponible pour avoir au moins 3 ou 4 heures de recharge lorsqu'ils travaillent. Donc, c'est un enjeu important. On souhaite avoir le plus d'accompagnement possible pour la clientèle. Est-ce qu'on a mis tout en place au complet pour jouer sur ce jeu-là? Je voudrais peut-être que la réponse à ça, c'est non, mais on souhaite définitivement à combler l'ensemble des opportunités. Et aussi, il y a la recharge très rapide aussi qui peut faire un objet. L'objet, la charge va s'accélérer aussi dans le pas. Mais on ne peut pas se fier aux bornes sur le bord des autoroutes pour les déplacements intercités pour pallier à tous les besoins. Les bornes moins rapides et à tension plus basse, distribuées stratégiquement, va aussi pouvoir combler une bonne partie des besoins dans le futur. Étienne, moi, je complémenterais ta réponse en disant que historiquement, le programme Branché au travail exigeait des entreprises qui souscrivent à rendre disponibles gratuitement les bornes à leurs employés, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que les entreprises maintenant peuvent les tarifer et la vaste majorité des nouvelles entreprises qui souscrivent au programme tarifent les bornes pour éviter qu'il y ait de l'abus, parce qu'il y avait de l'abus, évidemment, toujours les mêmes qui étaient branchés là la journée longue. Ce qui fait en sorte que ça revient pas mal plus cher charger là qu'à la maison. Donc, les gens qui en ont vraiment besoin vont le faire, mais de dire que systématiquement, plutôt que de me charger à la maison, je vais me charger au travail, ça voudrait dire pour le consommateur d'augmenter ses frais de recharge en le faisant au travail plutôt qu'à la maison. Il serait plus avantageux, à mon sens, de simplement programmer sa voiture pour la recharger de nuit à la maison, du point de vue du consommateur, que de le faire au travail si c'est tarifé, par exemple, à 1 $ de l'heure, ou chacune des recharges, où tu es facturé le temps que tu es branché, puis tu es branché pendant 7 heures, puis ça te coûte 7 $ par fois que tu es branché, tu comprends? Fait qu'il y a aussi il y a le point de vue philosophique, là. Oui, ça déplace la charge, mais en même temps, il faut que ça soit viable, et dans ce contexte-là, il y a d'autres solutions, je pense, qui pour le consommateur sont plus viables. Il y en a plein des solutions, c'est ça la oui, c'est la beauté. Je t'amène
dans une autre catégorie de questions, cette fois-là, sur les sources d'énergie. Oui. Est-ce que l'hydrogène est une option qui est étudiée sérieusement et valable? Présentement, le marché semble aveuglé par le tout électrique. C'est une question de M. Lajoie. Bon, l'hydrogène. Bon, vous comprendrez que moi, je compare l'hydrogène, le véhicule électrique, tout électrique, donc à batterie. On va plutôt parler batterie versus hydrogène, comme un peu le combat entre le bêta et le VHS de mon enfance, où plusieurs peut-être se souviennent, mais grosso modo, on peut prétendre que la batterie a pris l'avance et ne regarde plus en arrière au niveau de l'utilisation des véhicules de promenade, là, donc des petits véhicules. Alors, on ne voit peu ou pas d'opportunités vraiment de faire croître l'hydrogène pour alimenter les véhicules. Par contre, et ça, c'est très important, l'hydrogène amène une très, très intéressante opportunité d'accumulation. Donc, on peut produire beaucoup d'hydrogène, l'accumuler à un endroit pendant les périodes creuses, justement, donc le produire quand ça ne coûte pas cher en électricité, puis ensuite l'utiliser à un bon moment, puis l'accumuler. Donc, mais il y a un grand, grand désavantage au niveau du véhicule pour l'hydrogène, du moins pour le petit véhicule, c'est qu'il y a une perte importante de performance à transformer l'électricité en hydrogène, puis ensuite l'accumuler dans une bonbonne, puis ensuite le passer dans un système de fuel cell, là, je ne me souviens plus le nom en français, là, mais bref, la stratégie qui est utilisée. Puis essentiellement, une fois que l'hydrogène est brûlé dans l'équipement du véhicule, il devient de l'électricité qui, à son tour, alimente un moteur électrique. Donc, il y a beaucoup d'intermédiaires dans l'utilisation de l'hydrogène pour alimenter un véhicule qu'on n'a plus ou qu'on n'a presque pas avec la batterie. Et c'est ce qui fait la grosse différence. Par contre, l'hydrogène amène un intérêt très fort sur d'autres marchés. On voit des marchés émergents sur les transports lourds, très lourds, le transport maritime qui voudrait se décarboner aussi, voit une opportunité intéressante à l'hydrogène. Donc, l'hydrogène n'est pas mort pour le transport, mais se dirige vers une catégorie bien définie. Et on veut aussi utiliser l'hydrogène pour créer un fuel d'aviation. On n'est pas encore rendu là, mais les coûts sont astronomiques comparés à ce qu'on a actuellement en kérosène. Mais si on veut décarboner l'aviation, on devra utiliser l'hydrogène pour créer des molécules, on pourrait dire synthétiques, qui vont être à leur tour pouvoir être utilisées dans un avion et qui n'auront pas de signature gaz à effet de serre puisqu'elles auront été l'hydrogène qui va avoir été capturé ou le produit va avoir été décarboné lors de sa production. J'ajouterais également que le nouveau train dans Charlevoix est un train à l'hydrogène. S'il y en a que ça intéresse de voir un peu la technologie, là, vous ferez des recherches là-dessus. On apprend quelque chose ce matin, intéressant. Oui, oui. Je reste dans le domaine de la source d'énergie. Envisageons-nous subventionner l'installation de panneaux solaires résidentiels pour augmenter la production ou l'autoproduction, ce qui va finalement aider la production chez Hydro-Québec. Si plusieurs maisons s'autoproduisent, bien, ça fait ça de moins comme charge sur le réseau. Est-ce qu'il n'y a pas là un intérêt pour Hydro-Québec d'encourager de l'autoproduction? C'est une excellente question. Et sachez que le message que je peux donner, c'est rester bien branché. Parce que, veut pas, je considère toujours l'autoproduction comme n'étant pas de l'efficacité énergétique parce qu'on produit de l'énergie, on ne fait pas réduire la consommation d'un bâtiment ou d'un véhicule ou de n'importe quoi d'autre. Par contre, la signature pour Hydro-Québec en tant que distributeur d'électricité est similaire. On se retrouve avec moins d'énergie à livrer parce que le client en aura produit lui-même une partie. Donc, les coûts baissent, l'accessibilité est de plus en plus grande. On n'a pas encore de programme, je dis encore, parce qu'on travaille fort à savoir quel sera le bon moment, quelles seront les bonnes conditions pour justement potentiellement introduire ce genre de programme-là ou d'incitatif à promouvoir le photovoltaïque. Mais grosso modo, c'est définitivement c'est plus dans notre rétroviseur bien, bien loin. Là, c'est juste à côté de nous et on devra trouver les bons moyens de justement accompagner nos clients qui souhaitent le faire. Et on a des demandes d'un peu partout, que ce soit commercial ou résidentiel pour le faire. Donc, on ne fait pas la sourde oreille. On est vraiment très, très, très intéressé. Vous l'avez vu d'ailleurs dans la salle et c'est pour cette raison-là que je l'ai installé là parce qu'il va falloir se rendre là un jour pour justement pallier
à toutes les autres demandes et arriver à maintenir une partie ou produire une partie de l'énergie à partir des installations décentralisées de chacun de nos clients. Tout à fait, Étienne. Et je pense que souvent dans le discours, on analyse cette situation-là, là, les gens qui connaissent un peu moins ça, comme étant du tout ou rien, c'est-à-dire c'est comme si dans la tête des gens, il faut passer de je suis alimenté par Hydro-Québec à je me déconnecte d'Hydro-Québec et je suis 100% autonome avec des panneaux solaires. Et là, ben, on réalise que c'est compliqué au Québec, tout ça. Puis en fait, si quand on vous dit de déplacer la charge de votre véhicule ou de faire attention, pas tout utiliser en même temps puis de répartir, ça nous aide. Imaginez si vous autoproduisez ne serait-ce que 10 ou 15% de votre consommation journalière, vous l'autoproduisez. Bien, si on est des milliers, voire des millions de personnes qui autoproduisent 10 ou 15%, bien, ça fait énormément on enlève une pression énorme sur le réseau. Fait qu'il ne faut pas le voir comme on s'autoproduit, il faut voir comme on autoproduit une partie, même si elle est petite, bien si c'est un 20 kWh ici, un 30 kWh là, un 60 kWh là, ça finit par faire au bout de la semaine, au bout du mois, plusieurs centaines de kilowattheures, voire un mégawattheure d'énergie qu'on a autoproduit, qu'on n'aura pas consommé du réseau et qu'on ne se fera pas facturer sur notre facture, évidemment, et qui va faire en sorte que le transformateur au bout de la rue ou le gros poste de transformation à l'entrée du quartier n'aura pas besoin d'être augmenté parce que l'énergie ne vient pas par là, elle vient partiellement, à tout de moins, par de l'autoproduction qui a été faite localement. Pendant les périodes qui fait beau, exactement, bien évidemment. Mais oui, mais c'est surtout pour un bilan en énergie. Hein. Je vous rappelle, ça a un petit impact potentiellement en puissance dans des petits moments bien définis. Et ça peut avoir un petit impact aussi sur certains transports, mais en général, on l'utilise pour essentiellement donner une petite pause aux autres productions. Mais encore une fois, ne me citez pas pour dire que Hydro annonce des futurs programmes en photovoltaïque, mais on est clairement en train de regarder les opportunités qui sont devant nous pour introduire un jour ou l'autre une façon d'accompagner nos clients dans ça de façon plus marquée. Le temps file vraiment très rapidement. Oui. Étienne, on est rendu presque à la fin. Je te pose une question de France Bouchard qui demande, y a-t-il un moment où notre électricité nous coûte moins cher ou pourrait nous coûter moins cher? Au moment où on se parle, est-ce que c'est le cas et est-ce qu'un jour, ça sera le cas? Bien, c'est une excellente question. L'électricité, évidemment, vous comprendrez que l'électricité qu'on vend à nos clients qui ont le tarif D, donc le tarif standard, mais le client, lui, voit deux tarifs. Le tarif pour ses 40 premiers kilowattheures par jour, qui est plus bas que la deuxième tranche du tarif qui coûte environ 30-40 % de plus que la première. Donc, ça, c'est le signal de prix par défaut qu'on donne à nos clients. Et essentiellement, ce que ça représente, c'est que quand on a une plus grosse maison, une plus grosse installation, bien, on approche la deuxième tranche plus rapidement et donc les plus grands consommateurs payent légèrement une part plus importante de l'appro. Donc, ça, c'est ce qu'on donne. Mais on ajoute, et c'est pour cette raison-là que l'électricité l'été, donc au Québec, est entièrement alimentée par nos propres installations au Québec. On ne fait pas d'appel de puissance chez nos clients, on ne fait pas d'importation, on ne fait pas de démarrage de systèmes auxiliaires très coûteux. On ne se procure l'électricité que par nos barrages et les éoliennes qui sont installées, point. Donc, si vous avez la réponse à votre question, c'est au Québec, le moment où l'électricité coûte le moins cher, c'est le moment où on ne fait pas appel à des activités. Et donc, c'est une très grande portion de l'année. Surprenamment, on a quand même une bonne capacité de production et c'est pour cette raison-là qu'on est capable de faire appel. Mais le moment où ça coûte le plus cher, c'est quand on doit aller au-delà de ces moments-là et c'est pour cette raison-là que les périodes de pointe critique, on incite le client à faire plus pour réduire sa consommation parce que c'est vraiment là et presque seulement là, mais de façon très marquée, où ça nous coûte vraiment, vraiment le plus cher parce qu'on est obligé. Non pas, on arrête nos exportations essentiellement, puis on devient importateur. Donc, on appelle New York, on appelle l'Ontario, puis on leur dit, voulez-vous nous envoyer un peu de jus parce qu'on est bien, bien, bien serré. Ils le font et on paye. Donc, c'est un peu plus cher et même beaucoup plus cher que dans l'approvisionnement qu'on fait avec nos barrages que vous connaissez tous, mais on est obligé de le faire et ça fait partie de notre stratégie quand même. Donc, c'est à ces moments-là et on aime bien mieux payer nos clients
pour qu'ils fassent un effort de déplacer leur charge de véhicule ou réduire leur thermostat plutôt que de payer nos voisins américains pour nous envoyer de l'énergie ou construire de nouveaux barrages pour arriver au même effet. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on souhaite réduire le coût de nos approvisionnements. Et la question était très bonne, mais prenez pour acquis, puis une petite anecdote, la journée où la consommation est la moins grande historiquement au Québec, c'est la Saint-Jean. Okay? Donc, sans trop de surprise, c'est là où on a le creux, parce qu'il y a beau faire un petit peu plus chaud que la moyenne, il ne fait pas en général encore trop chaud, peut-être à l'exception de cette semaine où il fait pas mal chaud pour un fin mai. Mais grosso modo, à la Saint-Jean, bien, les écoles sont fermées, les usines sont souvent fermées, on ajoute tout ça ensemble, tout le monde est en congé, on en profite. Puis à ce moment-là, on se retrouve avec le creux de consommation et c'est là que ça nous coûte le moins cher. Étienne, à la Saint-Jean-Baptiste, il y a une très forte consommation, mais pas d'énergie. Mais ça, c'est un autre sujet dont il faudra parler. C'est une autre histoire, en effet. Oui. Je te demande de me répondre en 30 secondes, puis on finit là-dessus. Parfait. Pour faire en sorte qu'on recharge la voiture dans un bon moment, entre autres la nuit, ne serait-il pas intéressant d'avoir, comme dans d'autres juridictions, un tarif d'électricité dont le taux varie en fonction de l'heure pour nous inciter financièrement à déplacer nos charges. Donc, si notre auto nous coûte, je ne sais pas moi, 70 du prix si je la charge passé 22 heures le soir puis avant 7 heures le matin, ça serait un incitatif financier qui forcerait peut-être les gens qui ne l'ont pas encore fait à programmer leur recharge de nuit. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Tu as 30 secondes. Bien, c'est envisagé de façon très marquée parce qu'on souhaite mettre en place une troisième option de tarification dynamique qui, justement, donc on étudie sérieusement l'opportunité de justement prendre nos électromobilistes par la main pour leur dire, vous êtes les meilleurs clients pour faire une tarification spéciale et ce, toute l'année. Donc, une habitude, pas juste l'hiver comme nos autres options tarifaires, mais sur toute l'année où la charge en nuit serait avantagé et pas seulement, encore une fois, en hiver, mais toute l'année. Donc, un avantage marqué pour les clients qui ont une charge importante comme celle d'un véhicule électrique à se déplacer la nuit toute l'année durant. Donc, on va, comme j'ai dit encore pour les panneaux photovoltaïques, je le dis pour cette opportunité-là, restez bien branchés sur nos opportunités et nos annonces. Selon toute vraisemblance, on va être en mesure d'aller dans ce sens-là dans les prochaines années. Ce n'est pas encore prêt ni pas pour cette année, ni probablement en 2024, mais ça devrait être évalué pour un lancement quelque part dans les années qui vont suivre 2024. Donc, c'est tout à fait, et ça va être parfaitement adapté pour les électromobilistes qui ont une charge nocturne. Voilà. Bien, merci beaucoup, Étienne. Ce fut un plaisir de co-animer avec toi cette présentation-là. Je remercie les gens d'Équiterre qui, comme d'habitude, dans le cadre de la campagne de Rouleau électrique, nous ont accueillis à bras ouverts. Et puis, on vous a laissé tout à l'heure des informations là, pour rejoindre Hydro-Québec, Kilo, etc. Donc, vous avez plus de questions, vous avez des portes d'entrée ou encore via le site web d'Hydro-Québec, là, où vous avez la possibilité de poser des questions. Je remets le micro aux gens de Roulon électrique et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup tout le monde. Merci Martin. Tout le plaisir était pour moi. Oui, merci beaucoup Étienne et Martin pour cette belle présentation. Puis effectivement, on a vraiment eu de bonnes questions de la part des participants, donc on est vraiment ravis. En tout cas, on espère que vous avez apprécié le webinaire et que vos questionnements en lien avec les besoins énergétiques ont été répondus. Vous allez avoir un sondage d'appréciation ainsi que le lien YouTube pour revoir le webinaire dans un courriel qui vous sera envoyé demain. Donc, vos retours sont très importants pour nous, puis ça va nous permettre aussi d'améliorer nos prochaines activités. Donc, on vous encourage fortement à aller remplir le sondage. Puis sinon, pour plus d'informations sur les véhicules électriques ou pour participer à d'autres événements de la campagne Roulant électrique, on vous invite à visiter notre site, donc www.roulantélectrique.ca. Puis ça fait le tour. Donc, merci encore et bonne journée. Merci. Merci.